Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à cette émission Droit à la parole. Cette émission, je vais commencer par lire un extrait de quelque chose qui va nous mettre dans le bain de cette émission. Des nations en voie de développement qui ont pataugé pendant plus de demi-siècle n'ont pas besoin de 20 ans pour se relever, car la souffrance nous a préparés à la prospérité. Et cela ne demande pas un homme messie. Il nous suffit juste d'une conscience collective. Cette phrase est de Nelson Mandela, mais je la trouve avec bonheur au dos d'un ouvrage qui vient de sortir. L'ouvrage, c'est Bâtisseurs de nations. Un ouvrage qui va certainement compter dans la construction de notre conscience en tant que peuple. L'ouvrage est écrit par le pasteur Silas Mimile Makangu, et j'ai le bonheur de recevoir sur ce plateau de Droit à la parole, avec lequel nous allons essayer de visiter cet enfant qui vient de naître, en fait, qui est déjà un adulte, parce que la force des propos qui sont dans cet ouvrage me pousse, moi, en tant que journaliste, à m'incliner devant l'auteur. Je voudrais donc, en votre nom à tous, saluer mon invité, le pasteur Silas Mimile. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Kalengai. C'est avec plaisir que je vous reçois. Le plaisir est partagé. Je sais que vous êtes quelqu'un de talentueux et ce n'est pas au téléspectateur de le nier. Donc c'est un plaisir de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. Mais pour un peu que certains qui ne vous connaissent pas veulent savoir qui vous êtes, laissez-moi dire quelques mots. Évidemment, vous êtes Silas Mimile Makangu, vous êtes un auteur de plusieurs ouvrages, vous avez beaucoup déjà écrit, vous êtes un homme d'affaires et vous revendiquez aussi d'être homme d'affaires et pasteur. Vous êtes également président de Pastoral Leadership Conference, un réseau qui réunit plusieurs pasteurs à travers le pays. Et vous êtes donc, à ce titre-là, vous êtes aussi un doctorant en politique internationale et en management stratégique opérationnel. C'est donc un ensemble de compétences qui permettent quand même de légitimer la publication de cet ouvrage. Je vous le remontre encore, Bâtisseurs de nations. Un ouvrage écrit en 10 chapitres qui va certainement dans les quelques heures être mis sur le fonds baptismaux et il sera mis à votre disposition. Je nous le conseille. Je pense qu'à des moments précis, dans un pays, il y a quand même ce que j'appelle des bouées de sauvetage. Dans les désespoirs collectifs dans lesquels nous sommes, parfois des bonnes choses sont faites. Nous n'avons pas le regard pour le voir. Parfois, des mauvaises choses sont faites et nous tournons le regard pour ne pas les dénoncer. Dans ce livre que le pasteur nous propose, il estime que chacun de nous peut germer en lui-même un bâtisseur de nations. Bâtir la nation, c'est bâtir la maison collective. Pasteur Silas, merci donc d'être là. Ma première question, elle est simple. Comment est né cet ouvrage? Quelle est la petite histoire? Merci, monsieur Kalengai. Merci pour l'occasion. J'avais une vision de l'Inde, une vision très archaïque. L'Inde a été souvent définie, à tort d'ailleurs, comme étant ce pays surpeuplé, mais aussi très très pauvre, non développé. Mais j'avais l'impression que j'avais devant moi une toute autre image. Et quand j'ai commencé à me questionner et aussi à mener quelques recherches sur place, je me suis rendu compte que les milliards d'Indiens qui constituent la population de l'Inde n'étaient pas toute, cette population n'était pas toute architecte de ce que l'Inde était devenue, mais c'était plutôt l'œuvre d'une infime minorité. Cette infime minorité que nous appelons en langage courant l'élite, l'intelligentsia d'une nation. Et cette intelligentsia, on la rencontre dans presque toutes les sociétés. Mais seulement, elles n'ont pas le même niveau de lucidité, de clairvoyance, mais aussi le même sens de responsabilité. Donc, je me suis rendu compte, pour qu'une nation se relève, on n'a pas besoin de demander du coup à la population tout entière de s'élever. Mais beaucoup plus, il faudrait d'abord interpeller ce qui constitue son élite, ce qui constitue la classe des illuminés, ceux qui ont plus de connaissances que les autres, ceux qui, même du point de vue de moralité, ont beaucoup plus à offrir que les autres. Ce qui m'amène à la conclusion, quand une société est malade, c'est parce que son élite est malade.
Une élite amorphe ne peut pas donner une société, une nation puissante. Et ce sont ces hommes et ces femmes que j'appelle les bâtisseurs. Mais ils ne sont pas bâtisseurs simplement parce qu'ils sont détenteurs d'un certain nombre de compétences et de moralités. Ils sont bâtisseurs d'abord parce qu'ils se sont identifiés comme tels et ils décident de prendre à bras le corps leur destin commun pour dire, c'est vrai que tout le monde mettra la main dans la pâte, mais il faudrait qu'il y ait d'abord des concepteurs, des gens qui vont se projeter dans l'avenir pour dire qu'est-ce que nous voulons être en tant que nation d'ici 30 ans, 50 ans, pourquoi pas 100 ans, et nous mettons les bases pour inviter le reste de la masse populaire à venir. C'est vraiment en tout honneur parce que celui qui préface votre livre, il dit ceci, et je le cite, ces livres poussent les élites de pays en voie de développement à adopter un comportement qui incite à la prospérité économique et sociale. Il a donc raison, il faut que cette élite d'abord puisse exister. Ouais. Et dans les 10 chapitres, nous allons essayer d'examiner, dans un pays comme le nôtre, et en fonction de votre livre, l'élite n'est pas une génération spontanée. Non. L'élite vient d'où? Où est-ce que l'on voit l'élite? Comment l'élite se met en place? Elle est où cette élite? Elle est produite par qui? Quand est-ce qu'on sait qu'on est dans l'élite et non? Voilà la première question. Très belle question. L'élite n'est pas accidentelle. L'élite n'est pas, comme vous dites, une génération spontanée. Une élite est d'abord pensée. Et qui la pense, ce n'est pas le bon Dieu. Ce qui pense l'élite, c'est d'abord ceux parmi la population que l'on peut considérer entre guillemets comme étant des savants, des hommes très très éclairés par rapport à la vocation qu'ils reconnaissent à leur nation ou à leur société et qui décident par l'exemplarité ou encore en mettant un cursus pour dire voilà comment nous allons former notre élite. Et ce sont eux qui définissent les critériums qu'il faut pour être identifié comme étant l'élite. Et dans chaque société, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans le groupe que nous formons généralement, il y a toujours de ces hommes et de ces femmes qui sont dotés par les bons dieux d'un certain nombre de qualités que nous admirons tous. Et ils s'érigent avec le temps en modèle, ils s'érigent avec le temps en leader, mais aussi parce qu'ils occupent une certaine position. Et ces hommes et ces femmes, conscients de leur position, conscients des talents qui sont les leurs, conscients de responsabilités qui leur incombent, décident de se multiplier, de se dupliquer. Ainsi donc, ils grossissent les rôles de ce qu'on appelle une élite. Mais généralement, nous avons une confusion lorsqu'on parle de l'élite. Nous nous limitons généralement à croire que l'élite, c'est ceux qui ont eu un cursus académique ou universitaire brillant. Dans l'ouvrage, nous disons que chaque composante de l'élite n'est pas forcément universitaire, comme chaque universitaire n'est pas forcément une élite. Nous sommes dans une impasse d'identification. Voilà. Et je vous pose encore une deuxième question avant qu'on entame les contenus. L'élite et le pouvoir. Ceux qui possèdent le pouvoir, ils peuvent l'avoir eu de manière traditionnelle parce que c'est un chef coutumier, ils peuvent l'avoir eu par un coup d'État, ils peuvent même l'avoir eu par les élections. Ceux qui possèdent le pouvoir dans une société, font-ils forcément partie de l'élite? Nullement. D'ailleurs, dans certaines sociétés très savantes, ceux qui possèdent le pouvoir ne font qu'exécuter les intentions de l'élite qui restent cachées derrière les rideaux. Et c'est ça la force de l'élite. Parce que l'élite pense ce que la société doit être. L'élite pense quel itinéraire nous allons prendre. Et ceux qui prennent le pouvoir, en réalité, entre guillemets, ne deviennent que des exécutants. C'est là où on parle du véritable pouvoir du pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir n'ont pas forcément le pouvoir. Ils sont peut-être en train d'accomplir l'agenda de ceux qui n'ont pas ce pouvoir, mais qui en réalité ont le véritable pouvoir. Dans cet ouvrage, Pasteur Silas, vous identifiez ce que vous appelez un peu, ce que je comprends, les obstacles à l'émergence de cette élite. Vous dites que le Congo, notre pays, et d'ailleurs, vous n'êtes pas simplement resté pour le Congo, ce livre vaut pour toute l'Afrique en tout cas, et vaut même pour beaucoup de pays en développement. Vous n'êtes pas resté vraiment au Congo, mais moi je suis congolais, j'aimerais qu'en profiter. Alors, vous dites dans cet ouvrage que le tribalisme, en fait, l'expression c'est du tribalisme, patriotisme. Vous en faites un chemin, je peux appeler de libération de la mentalité. De quoi s'agit-il? Pourquoi vous estimez que
il y a un lien entre le patriotisme et le tribalisme? Parce que le tribalisme, je le considère comme étant la tribu. Plutôt, je considère la tribu comme étant la ligne de départ et la ligne d'arrivée, c'est la patrie. Commencer dans la tribu et finir dans la tribu serait un gâchis. C'est vrai que la tribu en elle-même est une valeur. La tribu n'est pas une tare, la tribu c'est un don que Dieu nous a donné. Personne ne choisit sa tribu, mais tout le monde vient sur cette terre en passant par une famille, en passant par une tribu. Mais ne pensez que sa tribu, sans se poser la question quelle est la contribution de ma tribu à l'érection de ce carrefour que nous voulons tous créer, c'est-à-dire la patrie, ne pas se poser cette question serait comme si nous n'avions pas compris ce pourquoi la tribu existait. La tribu, c'est comme la source du fleuve. Mais cette source du fleuve, le fleuve ne serait pas fleuve s'il ne s'arrête que à sa source. Donc il doit irriguer, descendre jusqu'à aller vers les plus grandes eaux. Jusqu'à l'océan. Un océan. Et l'océan pour nous, c'est la patrie. Alors, nous disons qu'il faut vite faire cette immigration de la tribu vers le patriotisme parce que lorsque vous sculptez la société congolaise en particulier, puisque vous voulez qu'on parle de la société congolaise, vous allez vous rendre compte que plus d'une fois, le tribalisme a été un frein énorme lorsqu'il a fallu prendre l'envol pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés en tant qu'humains ou en tant que citoyens, simplement parce que nous avons accepté même de refuser certaines compétences au nom de la tribu. Comme s'il y avait une seule tribu qui avait à elle seule le monopole de compétences. C'est comme ça que vous remarquerez quand un chef prend le pouvoir, ceux qui sont de sa tribu disent que comme il tourne à Bissau. Alors qu'il n'est pas le chef d'une tribu, il est le chef d'une nation. Maintenant, il faudrait éduquer les peuples. Et éduquer les peuples ici, je n'exclus pas les intellectuels que nous sommes. Parce que nous sommes d'ailleurs le plus grand chantre de ces tribalismes. Et ça parce que le Belge nous a piégés dès le départ, mais nous n'avons pas vu ce piège. Je vous donne un exemple. Lorsque nous sommes à l'époque coloniale, les Belges refusent la création de toute association à caractère intellectuel. Mais ils permettent quand même des associations à caractère tribal. Pourquoi? Parce que le colonisateur savait, en nous donnant ce que nous demandions, nous ne saurions jamais les égaler parce que ce tribalisme-là deviendrait une pesanteur pour nous et aujourd'hui c'est ce que nous constatons. Ils nous ont donné l'arme avec laquelle ils nous ont dominés. Voilà, l'arme avec laquelle ils nous ont dominés. Et malheureusement, nous continuons à chérir et à préserver cette arme qui nous fait plus de mal à nous qu'à eux. Alors comment vous expliquez que au Congo, ici dans notre pays, quand quelqu'un émerge ou émerge dans la société, qu'il devienne même chef de l'État ou Premier ministre, pourquoi il y a cette tradition de le magnifier par la tribu? Pourquoi la tribu se sent redevable de magnifier quelqu'un simplement parce qu'il est de leur tribu? Juste parce que dès le départ, il n'y a pas eu une distribution équitable. En fait, la tribu qui magnifie dit dans son subconscient que c'est notre tour. Maintenant, nous avons quelqu'un de nôtre qui s'occupera de nos problèmes. Parce que jusqu'à là, nous n'avons pas encore eu un leadership capable de penser la nation, de parler la nation et de résoudre les problèmes de la nation. Ainsi donc, la tribu s'approprie, cherche à s'accaparer de son fils qui est devenu Premier ministre. C'est d'ailleurs la tribu qui lui rappelle, n'oublie pas, sinon tu échoues ton mandat. Donc la réussite d'un mandat n'est pas jugée en fonction de ce que l'on fait pour la nation tout entière, mais plutôt de ce que l'on fait pour sa tribu. Ainsi, vous verrez, il y a des gens qui sont très mal jugés parce que chez eux, il n'a rien fait. Mais est-ce qu'il a été élu président de la République, il a été nommé Premier ministre pour construire son village à lui, sa province à lui, ou bien il a été nommé Premier ministre pour construire toute une nation? Je vais vous poser une question maintenant d'évaluation et j'espère que vous n'allez pas prendre des gants. Quand nous regardons l'histoire de notre pays, nous voyons que la période où l'unité nationale, où le tribalisme n'avait pas emprise, c'est la période de la dictature de Mobutu. Mobutu, dictateur, Mobutu sanguinaire, disaient les autres. Mobutu a été perçu quand même par l'histoire comme celui qui a imposé la moule nationale. Et nous voyons que quand nous entrons en ère démocratique,
c'est le retour des identités tribales. Et est-ce que la démocratie que nous prenons tant n'est-elle pas finalement la cause de ce retard? Je vais peut-être vous choquer, M. Kalengai, politologue de formation que je suis. Je ne suis pas trop fan de la démocratie. Mais malheureusement, je n'ai pas encore trouvé une alternative viable. Mais du moins, je me contente de la démocratie. Mobutu a réussi parce que il s'est imposé. Un homme charismatique qu'il était, il a imposé cette façon de faire, cette façon de voir les choses, de manière à ce qu'un Kassaïen pouvait être nommé gouverneur au Bas-Zaïre et travailler sans craindre quoi que ce soit. C'est bien beau, on a aimé ça, on encourage ça. Mais pourquoi après Mobutu, on retombe dans le tribalisme? C'est aussi parce que Mobutu n'est pas allé trop loin. Lorsque vous imposez quelque chose par la force, rassurez-vous que vous allez l'asseoir par l'instruction. Sinon, on fait quelque chose parce qu'on vous voit. D'ailleurs, on dit, le véritable leadership s'est défini ou encore s'évalue après la mort de son porteur. D'où on réévalue un leader après sa tombe. Donc, on ne doit pas seulement vous craindre pour faire ce que vous dites, mais on doit aussi aimer faire ce que vous demandez parce que vous nous avez fait voir le bien fondé de cela. Et si vous n'êtes même pas là, nous continuons à le suivre. Nous continuons à le suivre. Vous avez cité le mot et vous avez dit il faut enseigner cela. Voilà. Ce qui est le deuxième chapitre de votre ouvrage, Notre école, notre avenir. Notre avenir. C'est une partie, surtout qu'on parle maintenant de gratuité et tout, c'est une partie qui me touche beaucoup à cœur. Parce que vous y soumettez une réflexion profonde. L'école, c'est quoi finalement, l'école? Pour vous, comment l'école peut être notre avenir dans un pays où où l'école elle-même ne donne pas la formation nécessaire? L'école existe parce qu'on trouve sa nécessité. Puisque l'école vient répondre aux besoins que la communauté à évoquer, à pu dénombrer. C'est-à-dire nous avons tel besoin et il nous faut des compétences pour résoudre ce problème-là. Et l'école devient donc l'industrie d'acquisition des compétences. L'école comme l'université. Ce qui signifie, pour chaque société, il faut une école qui lui correspond. L'école, en réalité, ne doit pas être cet endroit où les jeunes gens, les enfants, les jeunes gens vont aller et à la fin de leur cursus, ils sortent avec un diplôme qui, en définition, n'est qu'une présomption de connaissances. Mais l'école, c'est même le lieu où l'on va puiser des compétences susceptibles de résoudre nos problèmes à nous. C'est là où je parle de la contextualisation de notre école, la congoliser. Nous avons une école qui est malheureusement restée occidentale. On enseigne des choses qui nous impactent moins, des choses qui ont peu d'incidence sur nous. Et regardez même quand vous regardez... Nos ancêtres les Gaulois. Voilà, nos ancêtres les Gaulois ainsi. Les élèves les plus brillants sont ceux qui maîtrisent l'histoire de la Révolution française ou de la Révolution russe. Pourquoi? Simplement parce que nous avons gardé cette école occidentale. Maintenant, il faut la tropicaliser. Et dans cet ouvrage, je pose une question et je laisse au lecteur le soin de répondre à la question. Que voulons-nous finalement? Une société pour l'école ou bien une école pour la société? Je pense que chaque société doit avoir une école. L'école de la société, c'est l'école où l'on forme les enfants pour obtenir des compétences afin de résoudre les problèmes que nous avons. Si nous sommes dans un pays désertique, nous avons besoin de compétences qui nous aident à savoir comment survivre et prospérer dans le désert. Si nous sommes dans un pays où nous avons aujourd'hui plus de tout cet espace de terres arables, dont nous avons la possibilité d'être les greniers du monde, nous avons plus besoin d'agronomes que de juristes. Nous avons plus besoin des hommes de main parce que nous sommes dans un pays qu'il faut construire. Malheureusement, notre école ne répond pas à nos besoins simplement parce que c'est une école qui a été héritée et non pas pensée par nous-mêmes. Dans cet ouvrage, vous donnez un test et je voudrais partager avec les différents téléspectateurs quelques tests que vous donnez. Vous dites, est-ce que vous êtes une personne instruite? La question que vous posez. Alors, moi, je vous demande, est-ce que vous qui nous suivez, êtes-vous instruit? Je ne sais pas moi qui réponds, c'est l'auteur qui dit. Il dit, il existe 10 faits pour lesquels
On reconnaît les gens qui ont été à l'école au-delà du diplôme. Parce que vous avez un diplôme, n'est-ce pas? Vous l'avez chez vous. Mais est-ce que vous êtes vraiment instruit? Voilà, les livres du pasteur Silas répond en disant, pour celui qui veut savoir s'il est instruit, 1, il doit savoir réfléchir clairement et logiquement. 2, ils sont zélés quant à assumer leurs responsabilités avant d'exiger les privilèges et l'honneur. Vous, on veut vous engager, vous commencez à dire, je vous toucherai combien? Vous ne demandez même pas quel est le travail qui est attendu de moi. Vous n'êtes pas bien instruit. Ils sont conscients qu'ils ont encore beaucoup à apprendre. Ils sont dans l'humilité, parce que la connaissance est une limite qui vous enseigne ce que vous ne connaissez pas. Ils comprennent que la beauté et l'intelligence résident dans la simplicité. Oh, c'est beau. Ils comprennent aussi que les grandes idées sont plus permanentes que les grandes richesses. Je reprends ça parce que c'est quelqu'un qui est en train d'écrire là, le jeune homme là qui nous suit, qui écrit, pour le critère 5, ceux qui sont instruits comprennent que les grandes idées sont plus permanentes que les grandes richesses. Ils savent que la curiosité est la mèche qui fait allumer la bougie du savoir. Vous, vous êtes dans votre salon, vous savez depuis le matin, vous ne lisez aucun livre, vous ne suivez aucune information, vous ne posez aucune question. Il y a même ceux qui ne posent même pas la question à leurs parents, papa, nous sommes venus d'où? Il y a des enfants qui ne connaissent pas le nom de leur grand-père. Bon, ils ont horreur du statu quo. Ils les défient. Trop c'est trop, je suis resté trop longtemps ici, je vais quand même me promener pour connaître ce qu'est le monde. Ils mettent l'enseignant à l'abri de la misère. Oui, voilà. Ils savent ce qu'ils ont obtenu de l'enseignant. Ils ont une vision à très long terme. Ils savent que le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance et non la connaissance. Merci beaucoup de cela. J'espère que ceux qui ont suivi, vous êtes à l'école, vous avez terminé l'école, vous êtes instruit, vous êtes en train d'entrer progressivement dans ce que nous cherchons, dans cette élite. Mais l'élite est faite pour transformer, pour travailler. Bien sûr. Voilà comment la logique de votre ouvrage. Vous avez parlé du travail, mais surtout du culte et de la culture. Développez-nous un peu. Parce que Dieu ne nous donne jamais quelque chose à l'état fini. Tout ce que Dieu donne aux hommes, tout ce que Dieu donne aux nations, c'est toujours à l'état embryonnaire. Mais Dieu fait confiance au savoir qu'il nous a donné, parce qu'il sait qu'il y a une dimension de sa divinité en chaque humain. Et donc, Dieu sait que la moule par laquelle nous faisons passer les choses pour devenir co-créateurs avec Dieu, c'est le travail. Mais il faudrait d'abord que ce travail cesse d'être considéré comme une sanction. Il ne faudrait pas que le travail soit considéré comme étant quelque chose que l'on fait pour gagner l'argent. Parce que vous l'avez d'ailleurs dit tantôt, l'argent n'est que la conséquence de votre savoir-faire. Les gens ne vous payent pas parce que vous avez un loyer à payer ou vous avez un enfant à nourrir. On vous paye en fonction des problèmes que vous résolvez. Si vous résolvez de véritables problèmes, alors vous aurez de véritables enveloppes salariales. Mais le problème chez nous, c'est quoi? C'est que le colonisateur nous a appris soit à détester le travail, voilà pourquoi il nous pousse à travailler avec un fouet derrière le dos, soit il nous demande de ne pas travailler et lui nous donne gratuitement. Paternalisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui dit chance et loco, pamba. Ah, il y a la chance. Il y a la chance. Et nous sublimons ceux qui se sont levés le matin et qui ont ramassé quelque chose à midi. Mais nous ne considérons pas comme bosseurs, comme savants, comme modèles, ceux qui se sont bâtis pour obtenir ce qu'ils ont aujourd'hui. Ainsi donc, il faudrait instruire le peuple pour lui dire que le travail, c'est le seul vecteur légitime par lequel nous puissions passer pour obtenir une prospérité nationale. Nous devons aimer le travail. Mais quel type de travail? Pas seulement un travail acharné, mais aussi un travail intelligent. Parce que compte tenu du retard que nous avons eu accumulé en tant que société, nous avançons à petits pas, le voisin avance trop vite. Et vous savez, chez nous en géopolitique, on dit que le progrès dans un pays voisin constitue une menace pour vous. Donc, nous devons vite nous mettre au travail. Mais comment se mettre vite au travail? Il faudrait travailler intelligemment. Travailler intelligemment, quelque part, je dis d'ailleurs, je parle de l'intelligence supérieure. Malheureusement, monsieur Kalengai, vous le constaterez, que nous ne sommes pas une société, une nation qui travaille sérieusement parce que
Nous sommes ce que nous étions il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans passés. Si un Belge revient aujourd'hui, il ne va pas se perdre au volant de sa voiture parce que les routes que nous avons sont celles qu'ils ont laissées. Nous n'avons pas réinventé notre société parce que nous n'avons pas voulu travailler. Et là où nous parlons du travail, nous voulons dire que les sociétés intelligentes travaillent d'abord avec leur cerveau avant d'associer leurs mains. Mais il faudrait que ceux qui font travailler les cerveaux considèrent que ceux qui font travailler leurs mains ne sont pas paresseux. Qu'ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires. C'est comme ça que dans des pays comme la Chine, vous allez vous rendre compte, la Chine c'est presque un pays des ingénieurs. C'est presque un pays des ingénieurs, même le professeur d'université qui enseigne la chimie, il te dirait qu'il a aussi une spécialisation en ingénierie. Parce qu'ils ont compris que pour travailler, on a besoin de savants, mais on a aussi besoin des hommes robustes qui, avec leurs mains, peuvent matérialiser ce que les autres ont pensé avec leur intelligence. Le travail souffre dans notre pays un peu à cause de vous, hommes de Dieu. Les gens aujourd'hui prient du matin au soir. Vous faites des cultes tous les jours. Les temps pour consacrer à la transformation de la société, les gens les passent dans les églises. Est-ce que ce n'est pas incompatible avec la mentalité de transformer la nation? D'autres disent non, la Bible nous dit prier sans cesse. Prier sans cesse, mais toute prière qui vous empêche de travailler n'est pas une bonne prière. C'est comme ça que ce chapitre est intitulé Culte et culture. Culte pour nous, enfants de Dieu, pour comprendre que quand nous travaillons, c'est aussi pour nous une manière de rendre grâce à Dieu. Et culture, c'est pour la nation tout entière. Donc, j'estime pour nous, en tant que pasteur, je ne vais pas me dédouaner par honnêteté intellectuelle, je pense qu'on a été mal enseigné et nous avons mal enseigné. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous continuons à demander à Dieu dans nos prières des choses que nous sommes censés créer par nous-mêmes. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas nous les donner, parce que ce n'est pas à lui de nous donner ces choses, c'est à nous de les créer, de les transformer. Et comment on peut transformer si on ne veut pas travailler? La toute première mention de Dieu dans la Bible, on ne nous présente pas un Dieu assis en train de recevoir l'adoration. On dit au commencement Dieu créa. Je vais paraphraser, donc au commencement Dieu travaillant. Le tout premier statut que nous avons de Dieu, c'est un Dieu travailleur. Donc, si nous estimons que nous voulons être comme Dieu, il faut d'abord travailler. Il faut travailler. Travailler pour rendre meilleure notre société. Travailler pour mettre en exergue les talents, les dons que Dieu nous a donnés. Travailler serait aussi pour nous une manière de dire à Dieu, nous sommes reconnaissants des choses que tu nous as données et voilà comment nous te les présentons. Nous l'avons transformé et nous l'avons même multiplié. Et vous dites ceci, et c'est une très belle phrase, le travail doit être une culture pour tout peuple, oui, et un culte que les chrétiens rendent à l'Éternel. Vous qui ne travaillez pas, vous pensez que c'est en vous mettant constamment en train de prier Dieu que vous êtes devenu, vous avez la grâce, Dieu va faire à votre place, vous vous trompez. Alors, vous dites aussi, pour terminer ce chapitre, qu'il faut dédiaboliser le travail. Il faut dédiaboliser le travail, je dirais même le diviniser. Oui. Considérer le travail comme étant un devoir que Dieu nous a imposé. Notre spiritualité sera aussi évaluée dans notre capacité à rendre matérielles les choses immatérielles que Dieu nous a données. Notre spiritualité sera aussi évaluée lorsque nous serons capables d'extraire sous notre sol les richesses que Dieu a enfouies pour les placer sur notre sol, afin que nous cessions d'être un pays à scandale géologique, mais que nous devenions un paradis terrestre où les hommes peuvent venir visiter, comme on le fait aujourd'hui avec Dubaï et d'autres grandes villes du monde. Mais dès l'instant où nous pensons que travailler c'est une sanction, travailler dire c'est une punition, eh bien, M. Kalengai, il se pose un problème. Mais le travail ne se pose pas seulement, le problème ne se pose pas seulement au niveau de l'Église, c'est au niveau de la société tout entière. Lorsque quelqu'un doit passer, j'ai réfléchi à cela il n'y a pas longtemps, 3 heures à l'arrêt de bus, mais toute l'énergie avec laquelle il est censé travailler, il la dépense déjà à l'arrêt du bus. Donc vous avez un employé qui arrive au travail bien fatigué et qui ne pourra pas travailler, mais à la fin du mois, il va réclamer son salaire.
Quoi de plus normal que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui? C'est un très bon livre. Et d'ailleurs, vous voyez que je ne sais pas tout dire, parce que je vous invite à le lire. Je rappelle encore à ceux qui viennent de nous rejoindre que nous sommes dans l'émission Droit à la parole, où nous recevons le pasteur Silas, qui a publié un ouvrage merveilleux, Bâtisseur de nations. Nous sommes donc en train de chercher, dans cette émission, à construire le portrait robot de cette élite qui va transformer la nation. Ceux qui vont être des bâtisseurs, c'est ceux qui acceptent cet engagement. Alors nous sommes là, nous allons parler du travail. Quand le travail s'est fait dans notre pays, c'est dans un grand système. Mais comment tirer profit du travail? Comment tirer profit de l'intelligence mise en place si le système est corrompu, si le système est trafiqué par la corruption? Comment tirer profit du travail si le produit de ce travail est détourné par ceux qui devaient gérer? Alors vous mettez donc un chapitre que vous appelez évidemment le démon, combattre, vaincre les démons de la corruption. Parce que la corruption menace effectivement l'intégrité du travail. Et en effet, la corruption arrache au travail son véritable sens. Celui qui travaille se pose la question: à quoi ça sert de travailler si je ne peux pas jouir du fruit de mon labeur ou de mon travail? D'où nous devons considérer la corruption. Vous voyez, j'ai utilisé un terme très fort, les démons de la corruption. Oui. Parce que nous sommes dans une société très spirituelle, personne n'aime les diables, et bien nous ne devons pas aimer la corruption. Et ici, pour détruire ou encore combattre la corruption, il faudrait d'abord que nous puissions comprendre ce que la corruption génère comme conséquence. On ne peut pas se développer si nous regardons la corruption avec légèreté. On ne peut pas se développer si nous considérons la corruption comme étant une voie de facilité pour acquérir très vite des richesses, parce que ces richesses, on ne sait pas les léguer aux générations à venir, simplement parce qu'elles ont été mal acquises. Mais nous sommes dans un pays où la corruption a cessé d'être un acte jusqu'à devenir une mentalité. Et c'est là où les choses deviennent sérieuses. Et pour combattre une corruption qui a pris des proportions mentales comme celle-ci, il ne faudrait pas seulement faire appel à la justice, même si la justice serait l'instrument principal pour contraindre cette corruption. Il faudrait faire appel à toutes les forces vives de la société, de la nation, en commençant par la famille, les églises, les écoles, les médias. Amener le corrupteur et le corrompu au moins à commencer à se culpabiliser pour avoir posé un acte de corruption et non pas se considérer comme un champion, un homme fort pour avoir réussi dans la corruption. Donc nous devons tous avoir un même langage, un même traitement vis-à-vis de la corruption pour dire que la corruption est une honte. Celui qui continue à régner, à gouverner par la corruption n'est pas différent d'un soldat étranger qui fait incursion sur notre territoire. Autant nous voulons nous battre contre l'envahisseur, autant nous devons nous battre contre la corruption. Sinon, c'est l'avenir de nos enfants que nous sommes en train d'hypothéquer. Et d'ailleurs, vous donnez un exemple pour montrer le caractère nocif de la corruption. Vous évoquez l'exemple de la Chine. Très bien. Et j'aimerais que vous puissiez le reprendre pour nos téléspectateurs. C'est la Chine antique. Nous sommes, je crois, 7 siècles avant Jésus-Christ. La Chine est en train de se battre pour sécuriser, à l'époque on appelle l'empire de Qin, la Chine actuelle. Elle se bat pour préserver sa moisson, parce que toutes les fois qu'elle amassait quelques richesses, les envahisseurs du Nord venaient pour les attaquer, pour récupérer. Alors, ils se sont dit, bon, écoutez ce que nous allons faire, nous allons construire une muraille. Une muraille tellement haute, comme ça l'envahisseur ne saura pas escalader et nous piller. Mais après avoir construit cette muraille, qui d'abord a pris un long moment dans la construction, après avoir autant dépensé, ils se sont rendus compte qu'à 3 reprises, ils ont quand même été pillés. Donc la muraille n'était pas la solution. Maintenant, l'élite pose la question aux gouvernants. Comment, après avoir autant dépensé, on a quand même été victime de mêmes envahisseurs? Ils se sont rendus compte que nous avons malheureusement construit des murailles, nous n'avons pas construit les hommes. Parce que les 3 fois que nous avons été pillés, les envahisseurs n'ont pas escaladé la muraille,
ils sont entrés par la porte en soudoyant les portiers. Les portiers. Voilà un peu un exemple terrible. Et vous donnez un autre exemple, peut-être un exemple quand même qui va étonner les gens. Vous dites que les Rwandais est un exemple de lutte contre la corruption qui est vraiment à citer. Bien sûr, vous savez aujourd'hui, notre animosité ou encore le conflit que nous avons hier avec le Rwanda ne va pas nous aveugler pour ne pas reconnaître un certain nombre de faits que nous pourrons aussi imiter, pourquoi pas aussi faire mieux que nos voisins. C'est que je vis au Rwanda des informations où quelqu'un a été interdit d'enseigner à l'université pour avoir accepté la corruption. Donc, on ne peut pas partir de carité à la prospérité si nous sommes complaisants vis-à-vis de la corruption. Et je l'ai dit dans cet ouvrage, la guerre contre la corruption est une des guerres les plus âpres. Pourquoi? Parce que en face de soi, on aura comme adversaire vos propres collaborateurs et même certains de vos familles, membres de vos familles. Mais vous devez savoir que celui qui veut grigner, celui qui veut continuer à agir par la corruption est contre vous. D'où il ne faut pas être complaisant, il faut attaquer. Et c'est comme ça que les grandes nations, Singapour, la Corée du Sud, la corruption est universelle. Dans tous les pays, il y a la corruption parce que l'homme reste ce qu'il est. Mais néanmoins, dire de quelqu'un qu'il est corrompu, dans certains pays, il peut se suicider. Chez nous, quand on dit de lui que c'est un grand corrupteur, en d'autres termes, ça signifie qu'il c'est un grand patron, c'est un courageux. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de minutes pour terminer tous les chapitres. Je vous ai dit qu'il y avait 10 chapitres. Dans quelques jours, cet ouvrage sera sur le marché et vous pourrez lire très bien. Mais je voudrais rapidement sauter un tout petit peu. Je vais quand même aller au cœur d'une autre problématique, c'est le problématique du leadership. Parce que cet ouvrage est quand même destiné à l'émergence des leaderships collectifs. Alors, quels sont... Évidemment, vous dites que... vous le dites au début, vous dites que être patron n'est pas forcément être leader. Non. Vous pouvez être directeur quelque part, vous pouvez être PDG quelque part, mais vous n'êtes pas forcément un leader parce que vous considérez le leadership dans un autre angle. C'est quoi un leader pour vous? Un leader, c'est celui qui est porteur d'une vision. Une vision qui émane de lui en tant qu'individu, mais qui décide de faire une vision collective. C'est-à-dire, le bénéfice de l'aboutissement de cette vision ne sont pas que siennes, mais tout le monde peut en profiter. D'où, je dis, que le leadership émane de la vision. On est leader parce qu'on est porteur d'une vision et on décide de faire appel aux autres pour que cette vision se réalise. Voilà pourquoi la dite vision doit être plus grande que vous pour que vous ne l'accomplissiez pas seul. Parce que si vous l'accomplissiez seul, alors ce n'est pas une vision. C'est une occupation. C'est une occupation. Il faudrait que pour l'accomplissement de cette vision nécessite des compétences que vous n'avez pas, nécessite des savoir-faire, des savoir-être que vous n'avez pas, nécessite des ressources que vous n'avez pas avec vous, afin de convier les autres à regarder dans la même direction que vous et dire: nous allons poursuivre ce but, cette vision, et nous voulons la réaliser. Mais dans la poursuite de votre vision, M. Kalengai, le visionnaire n'est pas éternel. Mais il doit être capable, au même moment qu'il poursuit sa vision, de dire aux autres, communiquer pour leur dire qu'est-ce que je poursuis comme but. De manière à ce que si jamais lui s'est désengagé ou lui mourait, mais que la vision puisse continuer. C'est comme ça que vous allez voir dans une nation, dans des nations par exemple, on vous citera, on dira exemple, les pères, l'Amérique a ses pères, on vous parlera de George Washington et ainsi de suite. Mais comment est-ce qu'on peut aussi citer un 16e président, Abraham Lincoln, comme étant l'un des pères? Or, nous avons la vision selon laquelle les pères sont les géniteurs, les pères sont ceux qui ont été au début. Non, on peut avoir des pères qui arrivent des centaines d'années après. Parce on ne peut pas parler aujourd'hui de la nation sud-africaine sans citer Nelson Mandela. Mais Mandela, né, l'Afrique du Sud existe déjà. L'ANC existe déjà. Mais aujourd'hui, il a joué sa partition. C'est ici que nous disons la nécessité pour nous, en tant que nation, de donner une autre génération de pères. On a eu les Lumumba, on a eu les Kasavubu. Maintenant, qui sont les autres pères qui sont venus après eux? Il faudrait que de Willy Kalengai, merci pour votre modestie. Les enfants disent aussi, nous avons eu Lumumba, nous avons eu Paul
avons le Pandafana, nous avons eu les Ndingakuvu, nous avons eu les Lumumba, nous avons eu des Mobutu, nous avons eu des Kabila, nous avons eu aussi des Kalengai et autres. Et là, nous disons, le leadership collectif pour que les gens ne pensent pas que les pères de la nation doivent tous être des politiques. Non, une nation est hétérogène. Il faut dire aussi que parmi les pères de la nation, que l'on côtoie, que l'on cite certains scientifiques qui par leur découverte, par l'œuvre de leur esprit, ont aidé la nation à partir d'un point A vers un point B. C'est que tous les politiques ne savent pas faire. Parce qu'aujourd'hui, le père de la nation américaine, il y en a tous ceux qu'on connaît, mais il y a aussi des gens comme Henry Ford. Et comme les Edison. Edison, Andrew Carnegie. Edison, par exemple. Edison n'est pas un politique, ce n'est qu'un scientifique. Mais je peux te dire, comme quelqu'un, Edison a produit ce que 1000 politiques ne pouvaient pas produire. Voyez-vous, c'est là où il faut décomplexer l'élite congolaise. De réduire le nombre de migrations vers la politique. Que les scientifiques restent dans les auditoires et dans les centres de recherche, que les médecins restent là-bas, dans les hôpitaux, que les pasteurs restent à la chaire pour prêcher. Mais pour que cela devienne possible, il faudrait qu'il y ait une redistribution équitable de la cagnotte des revenus nationaux. Et pour cela, il faudrait que les gouvernants comprennent que ce que nous gagnons doit être redistribué de manière équitable afin de gagner, de garder chacun dans les domaines qui est le sien. Et que les gens ne soient pas tentés d'aller tout seuls faire la politique. Ou faire le droit pour finir en politique. Alors, évidemment, ce livre est merveilleux. Je vais vous poser 2 questions pour terminer, parce que je ne sais pas tout dire. Mais la question clé, c'est... Nous avons parcouru, évidemment je n'ai pas parlé de beaucoup de choses, mais la question reste comment accéder à cette société des bâtisseurs des nations. Vous qui nous avez suivis ce soir, ça vous a touché ce que le pasteur a dit tout à l'heure et dans son livre il en parle. Mais je vais lui demander pour vous, finalement, qui peut accéder à cette société des bâtisseurs? Quelles sont les conditions d'accès? Les conditions, c'est d'abord le fardeau que nous partageons en ce qui concerne l'amélioration et la transformation de notre environnement. Plusieurs accepteraient de vivre dans un territoire comme le nôtre et les laisser tel que nous l'avons trouvé, ça ne serait pas un problème. Mais les bâtisseurs sont ceux qui croient avoir reçu une vocation. La vocation en question consiste à transformer, rendre meilleure la société telle que nous l'avons trouvée et la rendre meilleure pour la léguer à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Ça, c'est un des critères. Deuxième critère, c'est l'exemplarité. On n'est pas bâtisseur simplement parce qu'on partage ce fardeau. On est bâtisseur parce qu'on veut aussi s'ériger en modèle, en école. Parce que l'une des grandes crises que nous traversons en tant que nation, ce n'est pas une crise des lois. C'est avant tout une crise d'hommes. Les hommes imitables. Des hommes qui restent bons pendant longtemps. Les hommes qui, même si on fermait tous les livres, mais croiraient quand même que le bon sens peut nous aider comme boussole. Les hommes qui, par leurs actes, les hommes qui n'ont pas assez d'écart entre leurs paroles et leurs actes. Les hommes qui magnifient les savoirs. Ça, c'est aussi un critère. Mais les bâtisseurs sont aussi ces hommes qui sont conscients des enjeux qui gravitent autour de nous en tant que nation. Être Congo n'est pas chose facile. Parce que nous avons tout ce dont les autres ont besoin. Et quand vous avez tout ce dont les autres ont besoin, vous n'êtes plus perçu comme étant un congénère, vous n'êtes plus considéré comme étant un partenaire, vous êtes considéré comme une cible. Vous êtes la cible des autres. Or, la seule façon pour vous de survivre en tant que cible, c'est d'être puissant pour être dissuasif. C'est-à-dire devenez puissant et faites peur aux autres. Comment faire peur aux autres si vous ne savez pas vous-même qui vous êtes? D'où nous avons intérêt à nous réinventer selon notre vocation, mais aussi selon nos aspirations. Qui sommes-nous en tant que peuple? Comment est-ce que les autres nous regardent? Et nous-mêmes, quand nous nous regardons, qui est le Congolais pour nous? Quel est le type de lien que nous avons, le type de relations que nous avons vis-à-vis de notre terre? Nous avons une terre que nous considérons comme un enfer, qu'il faut vite fuir pour aller ailleurs, parce qu'ailleurs c'est le ciel. Aussi longtemps que nous ne modifions pas ces paradigmes, et les bâtisseurs sont ceux qui reviennent sur ces refrains,
pour dire que notre terre, peu importe sa précarité, peu importe les problèmes qu'il y a dessus, c'est notre paradis que nous devons transformer. Dubaï l'a fait, le Singapour l'a fait, la Corée du Sud l'a fait, la Chine aujourd'hui est en train de le faire. Donc nous aussi, nous pouvons le faire. Les bâtisseurs deviennent finalement ces hommes qui nous mettent mal à l'aise, simplement parce que ces hommes nous mettent mal à l'aise simplement parce qu'ils disent qu'il n'est pas normal que nous nous contentions de ce que nous sommes aujourd'hui alors qu'il y a la possibilité de vivre mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. D'où votre chapitre sur puiser dans l'histoire, c'est doter de nouveaux moyens. Évidemment, vous allez conclure tout à l'heure cette émission, mais laissez-moi lire deux, trois extraits comme ça, comme viatique. Vous dites ceci: la plus grande tâche d'un leader est le mentorat. Peu importe ce qu'il connaît, ce qu'il fait ou ce qu'il a, s'il meurt avec la vision, alors c'est un gâchis total. Un autre extrait, vous dites: le leadership n'est pas une chance, mais encore un accident. Tout s'apprend. C'est une initiation. Rien n'arrive par accident ou par hasard. Vous encore plus loin, vous dites ceci: une nation qui ne soigne pas ses fissures ne saurait faire face aux prédateurs externes. Nous devons donc soigner nos fissures. Et un dernier extrait avant de vous donner la parole pour terminer: notre indifférence face aux antivaleurs donne de la vitamine à notre misère. C'est même poétique et en même temps gravement douloureux, ce que je viens de lire tout à l'heure. Alors, Pasteur Silas, je voudrais vraiment vous demander une dernière question pour conclure. Regardez ces livres, une iconographie bizarre quand même. Vous avez choisi des couleurs, vous avez choisi le rouge et le blanc. Oui. Et pour ceux qui ont un tout petit peu de connaissance, ils savent que le blanc et le rouge, c'est une symbolique majeure. Quel était l'essence de ces couleurs? C'est vrai, au départ, lorsque j'ai donné à mon équipe l'infographie de me proposer différents types de couvertures, j'ai insisté sur le rouge et le blanc. Le blanc, c'est l'espace qui incarne, à mon avis, l'espace des possibilités illimitées. Pour dire qu'il est possible de rebondir, il est possible de devenir, il est possible de faire mieux que ce que nous avons fait hier. Le blanc, pour moi, c'est la neutralité. Nous n'allons pas nous enterrer aujourd'hui parce que nous n'étions pas capables hier. Et le rouge, c'est la vitalité. Sacrifice. Les sacrifices. Pour aboutir au blanc, il faut passer par le sang du travail. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci surtout d'avoir été généreux, parce que la générosité est un acte de leadership. Merci. C'est que vous avez des miens, vous l'avez mis dans ces livres, et je ne peux demander aux autres que de le lire. Et d'ailleurs, ce qui est écrit est très bien. J'ai dit: nous avons assez pleuré. Il nous faut à présent comprendre le fonctionnement de certaines choses dans la vie et s'astreindre à une discipline rigoureuse. En Afrique, malheureusement, on laisse tout reposer sur les épaules des gouvernements. Ce n'est pas étonnant que nous soyons en train de naviguer à vue. Cet ouvrage est une réponse divine à la crise que traversent certaines de nos nations. Si nous changeons de paradigme sur le travail, sur le patriotisme, sur l'école, la prière, alors nous changerons beaucoup de choses. Devenez, et c'est ça même mon appel à moi personnel, devenez membre du groupe, devenez un de ceux qui apportent le changement, devenez des bâtisseurs des nations, en tout cas bâtisseurs de notre nation. Et nous avons là un ouvrage qui va certainement nous aider. Faites de cet ouvrage un livre de chevet. Peut-être que ce que vous pensez avoir perdu va remonter dans les fonds de votre conscience et vous saurez que Dieu ne vous a pas oublié. Merci, Pasteur Silas. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Suivez, encore suivez, mais lisez davantage, parce que dans la lecture, nous rattrapons les temps perdus. Au revoir et à la prochaine.